ronde, c'est une fois par an. D'habitude, c'est en septembre. J'ai fait un très mauvais calcul cette année, puisque je pensais qu'en septembre, on ne pourrait pas le faire à cause de la pandémie. Puis bon, voilà. Et ça avait été retardé une fois. Donc, bref, on renoue avec une pratique d'avant la pandémie et on en refera dès le mois de septembre sur d'autres sujets. Donc, on a la chance d'avoir Michel Aglietta qui va nous faire la première intervention. Donc, le titre est au tableau sur un sujet important et c'est sur la base d'un ouvrage qu'il publie dans les tuyaux, là, qui va sortir. Voilà, qui va sortir très très bientôt. Et puis ensuite, on a 2 tables rondes sur des sujets qui sont vraiment des sujets d'actualité forts. La réforme du pacte de stabilité et de croissance. Donc, table ronde qu'animera Christian, il vous présentera les intervenants. Et une seconde table ronde sur la finance verte, qui est un oxymore, où vous verrez que les positions sont un peu tranchées entre les participants à la table ronde. Donc voilà, écoutez, j'espère que tout va bien se passer, j'ai peu de doutes là-dessus. Michel, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous dire, c'est les linéaments le plus vite possible, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps, on va donner la suite après, d'un livre qui va sortir bientôt, disons au plus tard, début avril, qui s'appelle, donc chez Odile Jacob, s'appelle La course à la suprématie monétaire mondiale, avec un sous-titre Au défi de la rivalité sino-américaine. Et donc, l'idée cruciale, je vous donne la trame, si vous voulez, qui va être menée dans cette présentation, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails des slides. C'est qu'au niveau international, donc, la monnaie digitale de banque centrale est un changement radical dans l'histoire monétaire, comme l'a été le principe bancaire après la création de la Banque d'Angleterre. C'est donc un changement fondamental. La monnaie du XXIe siècle sera très différente de la monnaie du XXe. Le comprendre, et donc le problème qui se pose va être le problème international, puisque la monnaie digitale de banque centrale a été créée en premier lieu comme une monnaie domestique, une transformation du système de paiement domestique. Donc se pose un problème international. Je vais dire rapidement le trame de ce qui est la totalité de la présentation. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Au niveau international, ces monnaies digitales de banque centrale ont la caractéristique d'améliorer les paiements transfrontières par rapport à ce qu'était une monnaie standard, monnaie bancaire. Rappelez-vous qu'une monnaie bancaire peut entraîner un processus de, si vous voulez, déplacement massif dans les périodes de crise vers la monnaie dominante qui est la devise clé. Et que ceci crée des dangers qui sont évidemment des crises financières. Caractéristique, évidemment, depuis la très grande crise financière de 2008, a été très claire à ce sujet. La monnaie digitale de banque centrale peut empêcher cela, éliminer cela. Pourquoi ? Parce qu'elle limite les risques de substitution de devises. Avec une monnaie digitale de banque centrale, dans lequel le code digital, c'est-à-dire ce qui est véritablement l'essence même de cette monnaie, est incorporé dans la définition même du protocole qui définit la monnaie, puisque une monnaie digitale implique un protocole pour sa définition. Puisqu'elle est incorporée là, elle contrôle l'usage des moyens de paiement émis par les acteurs privés dans cette forme de monnaie numérique. Et elle les contrôle au niveau international. Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il est possible de contrôler l'usage des moyens de paiement que des ménages, des entreprises, des acteurs privés vont à l'étranger, c'est-à-dire veulent le substituer à une autre devise. Cela est contrôlé par le code digital qui contrôle tous les usages internationaux de la monnaie nationale lorsqu'elle veut aller se substituer à une autre. Ce qui veut dire que la substitution de devises et les risques qui lui sont liés sont maîtrisables et maîtrisés par l'émetteur de la monnaie digitale de banque centrale du pays en question.
Ce qui veut dire que la Chine, puisque c'est la Chine qui est très en avance à ce sujet, peut contrôler les substitutions de devises sur le dollar et empêcher par conséquent les mécanismes qui sont ceux de la devise clé et qui étaient ceux de la devise clé et qui est, dans les périodes, disons, de crise financière notamment, le déplacement massif, si vous voulez, des liquidités vers le dollar à l'encontre des monnaies qui vont perdre leur valeur de manière massive. Ceci n'est plus possible grâce à la monnaie digitale de banque centrale. Donc c'est évidemment fondamental, et c'est sur quoi je vais insister. Les banques centrales émettrices peuvent restreindre l'accès des non-résidents à leurs devises et en conséquence se pose le problème des relations transfrontières. Vous voyez que dans de telles conditions, le problème est qu'on a besoin d'une coopération internationale pour institutionnaliser un modèle, disons, un système qui soit vraiment un système multinational commun. Et c'est tout le problème qui se pose aujourd'hui. Alors je vais passer assez vite, évidemment, sur ce qu'est la monnaie, ce qu'est la souveraineté de la monnaie. Je pense que beaucoup d'entre vous qui font des études sur les questions de paiement et de monnaie connaissent, si vous voulez, la monnaie comme lien fondamental d'appartenance sociale et par conséquent le fait que le système de paiement, la monnaie appartient à la souveraineté par le système de paiement, c'est bien connu. Et donc, ça permet de dire que, rappelons comment la monnaie est souveraine, par l'intermédiaire des paiements, il faut que le paiement soit final. Je vais passer très vite là-dessus parce que cela a été étudié depuis longtemps, notamment depuis, pour ce qui nous concerne, André Orléans et moi, depuis 1982, lorsque nous avons étudié cette contradiction que représente l'ambivalence de la monnaie, n'est-ce pas, à travers le livre qui mettait en avant cette question d'ambivalence de la monnaie, le livre de la violence de la monnaie de 1982. Et donc depuis 1982, il y a eu un développement de la théorie des systèmes de la monnaie comme système de paiement qui était. Je rappelle simplement ça parce que c'est important. Le système de paiement doit être cette première chose, fait partie du politique. Et vous le trouvez avec la gauche, et la gauche en particulier est importante. La gauche, là, dit que c'est la Constitution qui va définir l'essentiel de l'ancrage d'un système de paiement qui est l'unité de compte, qui est une entité politique. L'unité de compte doit être légalement définie et constitutionnalisée. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas du Bitcoin, puisque ce n'est pas une monnaie, étant donné que ça n'a pas une unité de compte qui est liée à une entité juridique qui la définit. L'unité de compte est nécessairement politique car elle est la base même du système des paiements. En conséquence, évidemment, le Bitcoin n'a rien à voir puisqu'elle n'a pas d'unité de compte. Ce n'est donc pas une monnaie, pour ça je n'en parle pas ici. Le deuxième élément, et donc c'est inconstitutionnalisé, va définir l'État, la Banque centrale et leurs relations. C'est-à-dire que la dette publique a un caractère différent de ce que sont les dettes privées, parce que la dette publique est liée à une unité de compte constitutionnalisée. Je dis également que la Banque centrale et l'État sont en rapport l'un avec l'autre de manière étroite, nécessairement. Ceci n'a rien à voir avec la notion d'indépendance, etc. C'est le fait que le bilan de la Banque centrale est reconnu par l'État et il est, si vous voulez, garanti par l'État. Et de l'autre côté, évidemment, la Banque centrale va faire jouer à la dette souveraine un rôle très différent de ce qu'elle fait aux dettes privées. Ceci est caractéristique de tout système monétaire, nécessairement, dès lors que la monnaie est le pivot du système de paiement. Nous connaissons bien le système bancaire, et nous connaissons bien la notion de système des paiements de nature bancaire. Il est hiérarchisé, comme on sait, vous connaissez, et vous voyez qu'il est hiérarchisé, c'est ça qui est important. Il y a le tiers de confiance, c'est-à-dire la Banque centrale est au-dessus des banques commerciales, qui est au-dessus des acteurs privés.
ce processus hiérarchique définit la possibilité d'avoir un système de paiement dans lequel il y a ce qu'on appelle la finalité des paiements, qui est évidemment décisive. Tout système de paiement doit permettre au paiement d'être finaux. Donc, j'y vais plus loin. C'est le problème de la liquidité par conséquent. Vous voyez que dans le cas d'un système bancaire, la liquidité, elle pose un problème. Elle pose un problème par rapport aux théories de type marchand, classique. Pourquoi? Parce que la liquidité, on la désire parce que les autres la désirent. En conséquence, elle ne peut pas être de l'ordre marchand. Puisque pour être de l'ordre marchand, il faudrait que ça soit une valeur individuelle dans laquelle un système de prix de marché permet d'établir la compatibilité. Non, tout le monde veut la même chose. C'est ça qui est la caractéristique essentielle de la liquidité. Et donc, c'est donc nécessairement une croyance collective qui définit la liquidité. Toute croyance collective est fragile. Elle a la nature d'une convention, et d'où le problème de ce qu'on appelle l'ambivalence de la monnaie. Je ne reviens pas en détail dessus, mais vous voyez que dans le capitalisme, il y a, c'est la caractéristique même du capitalisme, faire de l'argent avec l'argent, si vous voulez. C'est pas par hasard si la finance est le pivot du capitalisme, c'est que faire de l'argent avec l'argent, c'est pas autre chose le capitalisme fondamentalement. Mais pour faire de l'argent avec l'argent, pourquoi? Parce que ça donne pouvoir sur autrui. Et en conséquence, vous avez une contradiction entre le lien social fondamental que permet la liquidité commune et la liquidité comme pouvoir sur autrui, qui est caractéristique de la contradiction du capitalisme. Je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus, mais simplement, il faut pouvoir maîtriser cette ambivalence. Cette ambivalence est une caractéristique qui est inéluctable du double caractère de la monnaie, à la fois comme capacité de s'approprier un pouvoir sur les autres et d'être le lien social fondamental des paiements. Car la finalité des paiements, c'est ce qui fait le lien social dans le domaine économique, par l'intermédiaire évidemment de cette notion même de finalité des paiements. Tout paiement doit être reconnu par la société entière. C'est ça, évidemment, qui entraîne les formes de la confiance qui sont indispensables pour que cette finalité des paiements fonctionne. Il faut que dans le subjectif, il y ait la reconnaissance des liens que constitue le système de paiement. Donc, trois formes de confiance hiérarchisées, et non pas, la confiance est un lien social hiérarchisé. Ce n'est pas une aptitude individuelle qu'on peut avoir pour soi ou pas. Il y a une confiance méthodique qui permet la circulation des dettes et le transfert des risques, en réalisant la finalité des paiements. Il y a une confiance hiérarchique qui fait que la finalité des paiements passe par un processus, dans le cas du principe bancaire, de compensation et règlement. Et puis, il y a un principe éthique fondamental, c'est que l'unité de compte doit se conserver dans le temps. Et l'unité de compte est nécessairement une unité de compte officielle. D'où vous rencontrez évidemment les caractéristiques de la politique de la monnaie, rien de nouveau là-dessus. Conserver l'intégrité de l'unité de compte, c'est ce qu'on appelle la stabilité monétaire. Et préserver la bonne fin des paiements, c'est ce qu'on appelle la stabilité financière. Les deux sont indispensables, et c'est la tension entre ces deux-là qui implique le lien qu'il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui le macro-prudentiel, c'est-à-dire la nécessité de réguler les acteurs de la finance, et puis l'intégrité de l'unité de compte même, c'est la stabilité monétaire qui est réalisée par la politique monétaire. Voilà. Je vais plus vite maintenant, car ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc, le point essentiel, je reviens là-dessus, c'est la révolution du système des paiements que représente ce qu'on appelle le capital informationnel, c'est-à-dire l'arrivée du numérique dans le cadre des paiements. Il y a eu une première étape, début du XXe siècle, qui est le développement des paiements électroniques. Le développement des paiements électroniques permet déjà, si vous voulez, à des serviteurs, ceux qui font les services de paiement, de ne plus être seulement des banques et d'être extérieurs aux banques. Ça s'est développé de manière énorme à partir de la deuxième décennie, à partir de la grande crise financière de 2008, c'est de passer de monnaie électronique et de serviteurs
à la capture des données. Ça, c'est fondamental. Qui se passe à travers cette notion de capital informationnel, c'est la capture des données. Ah, qu'est-ce que veut dire la capture des données? Ça veut dire que les données que nous... qu'est-ce qui se développe? Il se développe des plateformes de e-commerce, car le développement du e-commerce devient très important, notamment avec les différents problèmes qui vont se poser après la première rentrée financière et ses conséquences. Et il y a, donc ces plateformes jouent un rôle essentiel. Il y a également en tout ce qui va concerner les questions qui concernent, si vous voulez, donc, ces plateformes, mais aussi les services sociaux, etc., c'est-à-dire l'ensemble des acteurs sociaux de toute nature. Vous avez quelque chose qui apparaît, qui est nouveau. D'un côté, le e-commerce se développant à travers des plateformes qui sont dominées par des acteurs privés très puissants. Et de l'autre côté, vous avez, disons, les réseaux sociaux. Dans les deux cas, le point fondamental, c'est que ceci crée un capital informationnel qui va dépasser le principe bancaire, mais qui va le faire d'une manière de capture. De capture, pensez évidemment au problème de Facebook. C'est le cas extrême de la chose, mais qui est généralisé. Toutes les big tech capturent parce qu'elles possèdent ces plateformes de e-commerce et en les possédant, elles permettent à capturer les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données n'ont pas de prix. Vous faites un clic sur Internet, vous avez transmis des données personnelles gratuites à un acteur qui possède la plateforme correspondante. Et en conséquence, il y a ce qu'on appelle un processus, les données ne sont pas, c'est très important, ne sont pas des marchandises. Il n'y a aucun prix aux données. Les données sont capturées gratuitement par les possesseurs de plateformes. Et pensez que pour le problème Libra, que Facebook a 2,5 milliards d'utilisateurs. C'est-à-dire que Facebook dépasse très largement n'importe quel pays, y compris le nombre de ménages en Chine. Et donc, la conséquence de ça, c'est que vous allez avoir dans une logique de prédation systématique, qui va être capture des données, ces données mises par l'intermédiaire des logiques d'IDAL contre les possesseurs de plateformes. Elles sont organisées et elles deviennent à ce moment-là, si vous voulez, un ensemble complètement connu qui contrôle totalement les transactions, par l'intermédiaire des transactions que vous faites en allant sur Internet ou sur un quelconque, si vous voulez, système possible, eh bien, ces données sont totalement capturées gratuitement, sont mises ensuite par le protocole, par les capacités du logiciel que le possesseur si vous voulez, de la plateforme a, sous la forme de capital informationnel, c'est-à-dire qu'il contrôle totalement les comportements des consommateurs. Dès que vous faites un clic sur Internet, vous avez donné gratuitement les moyens de définir, de contrôler votre comportement, qui soit connu parfaitement, de plus en plus parfaitement au fur et à mesure qu'ils sont mis ensemble. Et vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que les big tech, par conséquent, c'est-à-dire les acteurs qui sont capables de maîtriser ça, eh bien, ils vont avoir évidemment la possibilité de contrôler les comportements des consommateurs de manière extrêmement fine. Ce qui veut dire que les consommateurs ne sont plus libres de leur choix, contrairement à ce qu'ils peuvent penser dans leur tête. Ils sont totalement sous le contrôle. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces big tech vont revendre évidemment les connaissances qu'ils ont sur les comportements des consommateurs. Ils vont les revendre, eh bien, à tout ce qui sont les acteurs publicitaires,
à tout ce qui est, si vous voulez, ceux qui ont des services qui font que le consommateur n'est pas libre, au sens où son comportement est parfaitement connu à l'avance, et ça a été gratuit. Il n'a absolument pas ces données, il est incapable d'y mettre un prix et de les vendre. Ça, c'est décisif. Et évidemment, le projet Libra pousse ça à son terme. Le projet Libra pousse ça à son terme, c'est-à-dire que le projet Libra, ce qui va être, c'est de dire la chose suivante. Facebook dit, ben, écoutez, moi, je vais créer une monnaie mondiale privée. Je vais dépasser les monnaies souveraines, je vais dépasser les monnaies nationales, et je vais définir une monnaie mondiale privée. De quelle manière? Je suis stablecoin, je veux dire surtout pas Bitcoin, bien sûr, car je veux créer une vraie monnaie, et par conséquent, je dois être dans une unité de compte, mais mon unité de compte va être un panier des unités de compte le plus large possible. Et donc, c'est moi, en réalité, Facebook, qui va définir le système monétaire international et qui va le contrôler. Donc, le danger était, si vous voulez, un danger existentiel pour la notion même, si vous voulez, de nation. Et ce n'est pas par hasard si ce projet Libra a entraîné, vous voulez, une levée de bouclier à la fois des politiques, en particulier aux États-Unis, c'est là que ça se passait, des régulateurs financiers, et puis des banques centrales. Et par conséquent, ce projet Libra a été, si vous voulez, dégradé en diem, qui on dit, ce que vous pouvez faire, vous avez le droit de faire, c'est de créer une monnaie privée liée au dollar, directement et strictement liée au dollar. Mais ce projet d'IM, évidemment, Facebook n'en voulait pas, finalement, on l'a vu, il l'a accepté, mais il l'a laissé tomber. Il l'a laissé tomber puisque la masse énorme de rente qu'aurait permis la réalisation du projet Libra, c'est-à-dire d'avoir un acteur privé qui dépasse tous les acteurs nationaux, eh bien, il n'a pas pu le faire et il a préféré finalement s'en passer. Et donc, en janvier 2022, l'IM a disparu à son tour et il ne reste plus rien du projet Libra, heureusement, puisque c'est vraiment existentiel comme problème. Alors, je reviens, si vous voulez, je ne vais pas continuer là-dessus, puisque je l'ai fait, mais enjeux politiques, institutionnels et sociaux, c'est important. C'est-à-dire, vous voyez le problème, il y avait des arguments extrêmement, si vous voulez, habiles derrière ça, derrière ce projet Libra d'IM. L'inclusion financière, en effet, il est possible de faire des paiements sur téléphone portable. En Chine, il y a les téléphones portables sont généralisés, mais très peu de gens sont en banque. En conséquence, vous voyez que la nécessité du passage à une monnaie digitale de banque centrale était vraiment puissante par rapport à ça. Il voulait, bon, on voit bien ce qui était derrière, des coûts de transaction extrêmement faibles par rapport aux coûts bancaires, ça c'est évidemment vrai. La monnaie digitale réduit drastiquement les coûts de transaction puisque la finalité des paiements peut être instantanée. Et renforcer le rôle américain du dollar dans le contexte de guerre commerciale. Là, bien entendu, ça a été fait dès l'époque, si vous voulez, Trump. Et puis l'idéologie fondamentale de la Silicon Valley. Il faut bien voir que la Silicon Valley, c'est une haine de l'État. Essentiellement une haine de l'État. La Silicon Valley, c'est le néolibéralisme et l'anti-étatisme. Et donc c'est là que vient véritablement tout l'ensemble du processus. Et donc la capture des données qui en découle, et le fait que des firmes privées ont cherché à s'approprier la monnaie, d'où l'importance cruciale qu'a été le retour de la monnaie digitale de banque centrale pour rétablir la souveraineté de la monnaie. Et rétablir la souveraineté de la monnaie dans l'univers numérique implique fondamentalement la création d'une monnaie digitale de banque centrale. Alors, et c'est là c'est la nouveauté radicale. C'est-à-dire sauvegarde de la souveraineté de la monnaie dans un cadre, si vous voulez, technologique complètement nouveau, qui est la création de la monnaie digitale de banque centrale. Je rappelle deux choses, je ne vais même pas mener de gros détails, le mieux c'est d'aller tout de suite ici. Vous voyez
que les architectures possibles de ces monnaies digitales de banque centrale, en Chine, on fait très attention de ne pas squeezer les banques. Et en conséquence, le système, c'est la CBDC indirecte. CBDC, voulant dire la monnaie digitale en anglais et pas en français. Vous voyez que ici, les individus, dans le cas indirect, ne possèdent pas directement la monnaie digitale comme liquidité. Ce sont les banques qui la possèdent, et lorsqu'il y a un paiement à faire, les banques transfèrent cette monnaie digitale à la banque centrale lorsqu'il y a paiement entre deux individus. Ou individus entreprises, ou deux entreprises, etc. Deux acteurs privés. Vous voyez que cette CBDC indirecte conserve le rôle essentiel aux banques, puisque la monnaie digitale n'est pas directement possédée par les individus, d'accord, ou par les entreprises. Donc, c'est pour protéger les banques. Mais évidemment, les banques doivent à ce moment-là rentrer dans un système, si vous voulez, qui garantit à leurs passifs eh bien, les dépôts, disons la monnaie digitale de banque centrale, c'est-à-dire le token, vraiment l'élément digital de base, le token, qui est transféré à la banque centrale. Donc, vous voyez qu'on reste dans le cadre de monnaie de type bancaire. Il est indirect. La CBDC directe, vous voyez que c'est le contraire. C'est-à-dire que la relation est directe entre les individus et puis la banque centrale. Dans un tel schéma, si jamais il existe un jour, eh bien, les banques, si vous voulez, perdent le rôle d'intermédiaire qu'elles avaient jusque-là dans le cadre, en particulier, du transfert de monnaie. C'est dans le cadre des paiements. Elles peuvent continuer à faire des crédits, bien sûr, etc. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très important. Et la monnaie digitale de banque centrale étant détenue directement au niveau de la banque centrale, il est clair qu'il faut une plateforme gigantesque, bien sûr, pour réaliser la finalité des paiements. Ce modèle-là n'existe nulle part. Encore. La Chine a choisi la CBDC indirecte. Et vous avez un cas hybride, qui serait le cas, qui est un cas possible, dans lequel ce sont bien les individus qui demandent la monnaie digitale de banque centrale, mais à partir d'un système permissionné avec des banques étroites capables de le faire fonctionner par l'intermédiaire d'une blockchain qui permettrait, si vous voulez, de réaliser les paiements de manière systématique. Donc un modèle hybride. Les individus possèdent en effet la monnaie digitale, et il faut, pour un modèle hybride, évidemment, un ensemble différencié, si vous voulez, de modes de transmission de la monnaie, c'est-à-dire de réalisation du système de paiement, par l'intermédiaire de blockchain permissionné, avec donc des banques étroites pour le faire. Les trois sont possibles et constituent les différents niveaux, si vous voulez, dans lesquels on peut se trouver. Alors, je passe très vite maintenant sur les problèmes posés dans les paiements transfrontaliers. Vous voyez qu'ils sont là. Si vous n'avez pas de compatibilité dans les codes digitaux des différents émetteurs de monnaie digitale de banque centrale, eh bien, le système international est chaotique, puisque dès lors qu'il n'y a pas unité des codes digitaux, ça veut dire que la réalisation de la finalité des paiements devient problématique, bien entendu. Et donc, la difficulté, par conséquent, elle est bien là derrière, c'est, est-il possible, c'est ce qu'avait proposé McCartney en 2018 à Jackson Hole, est-il possible de créer une monnaie digitale synthétique en associant les codes digitaux de tous les pays importants, en quelque sorte, pour qu'il y ait une monnaie synthétique de banque centrale?
qui soit une pondération des différentes monnaies synthétiques de banque centrale existantes. Il faut évidemment que tous les pays importants établissent des monnaies digitales de banque centrale, acceptent de les mettre en rapport avec les autres et constituent un système de coopération institutionnalisée. Et la question que je pose, évidemment, dans le cadre de ce livre, c'est, si vous voulez, la compatibilité d'une telle logique. C'est-à-dire qu'il y ait dans le monde un ensemble de pays qui acceptent de mettre en commun la totalité de leurs identités digitales pour qu'il y ait un protocole d'ensemble et qui constitue une monnaie synthétique de banque centrale. Mais, si vous voulez, sur un plan purement théorique, c'est possible. Sur un plan réel, si vous voulez, ça nous paraît impossible et en tout cas beaucoup plus difficile que ce qui est normal, si vous voulez, lorsqu'on dit que du fait de la monnaie digitale de banque centrale, nous avons besoin d'une liquidité ultime, qui est le niveau supérieur de liquidité au-dessus de ceux des nations, d'accord, pour avoir un système monétaire international intégré. Et ce niveau-là, eh bien, il est normalement beaucoup plus facile d'obtenir ce niveau-là à partir de ce que déjà Keynes avait mis en avant, d'une certaine manière, donc ça ne s'appelait pas pareil, mais qui est arrivé dès 1968 lorsqu'ont été créés les DTS, c'est-à-dire une forme de liquidité qui soit au-dessus des liquidités nationales et qui permette un système international de coopération institutionnalisée. Il faut une forme de liquidité ultime, unique, toujours pareil. La liquidité est unique puisqu'on la désire parce que les autres la désirent. Il faut avoir cette idée-là cruciale dans la tête. Eh bien, le mieux, évidemment, c'est que ça soit une forme de liquidité qui n'est la contrepartie de la dette d'aucun pays. C'est ça qui détruit fondamentalement, et qui est crucial de le détruire aujourd'hui, le système de la devise clé, une forme de liquidité qui n'est la contrepartie de la dette d'aucun pays, qui est donc bien la liquidité ultime. Le droit de tirage spécial a cette caractéristique, puisque c'est une création institutionnelle du Fonds monétaire international, qui est normalement le prêteur international en dernier ressort de ce que doit être un système de coopération institutionnalisé, qui est indispensable avec des monnaies digitales de banque centrale qui ne s'accommodent pas de la domination de la devise d'un seul pays. Pourquoi? Je rappelle, parce que l'émetteur d'une monnaie digitale de banque centrale contrôle l'usage international de sa devise, c'est-à-dire des résidents qui font des échanges transfrontières. Ils sont contrôlés par l'émetteur du moyen de paiement en question, c'est-à-dire de la monnaie digitale de banque centrale, et qui décide si cela est compatible ou non avec des paiements transfrontières qui maintiennent ses intérêts, c'est-à-dire maintiennent la crédibilité de sa propre monnaie. Donc le problème de fond, quelle est la meilleure manière de constituer un système de coopération institutionnalisée qui doit être symétrique en termes de balance de paiement entre les excédentaires et les déficitaires, et qui soit le système le plus raisonnable possible, avec une forme de liquidité ultime qui ne soit la dette d'aucun pays, qui ne soit la contrepartie de la dette d'aucun pays. C'est bien entendu, par définition même de sa création, le DTS. Mais je dis quelque chose rapidement sur les avancées de la Chine. Je pense que je ne vais pas en dire beaucoup. Mais quand même, simplement, pourquoi la Chine cherche à chercher à promouvoir les technologies digitales avant les autres pays? D'abord parce que son système financier est, si vous voulez, assez fragile. Il y a des grandes banques, mais les PME ne trouvent pas, si vous voulez, des banques qui soient aisément compatibles avec leur activité économique. Et par conséquent, il y a un problème, si vous voulez, de robustesse, en quelque sorte, du système financier en Chine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la capacité des big tech de la Chine, Alibaba et Tencent essentiellement, qui ont des contrôles sur le système de paiement,
eh bien, c'est qu'ils sont capables, leur code génétique est multisectoriel, c'est-à-dire qu'ils peuvent se diversifier dans différents domaines, au lieu d'être unisectoriel, si vous voulez, ce qui est aussi aura une possibilité d'une monnaie digitale d'acteurs privés unisectoriel. Non, il est multisectoriel. Et puisqu'il est multisectoriel, ça permet de collecter de nombreuses données croisées sur les consommateurs. Donc en réalité, ça permet en effet à Alibaba et Tencent d'avoir un contrôle étroit sur les consommateurs. D'où le problème que pose, c'est à la fois l'avantage de ces synergies, mais le danger qu'a de domination par les big tech, de la même manière que ça s'est produit dans la Silicon Valley. Et le troisième facteur, c'est le fait que le gouvernement chinois est extrêmement habile. Le gouvernement chinois cherche à promouvoir l'innovation. Par conséquent, ils ont laissé les big tech se développer, ils leur ont laissé développer, si vous voulez, différentes sortes de relations pour permettre une croissance de l'innovation justement numérique, par l'intermédiaire de ces big tech. Et c'est à partir du moment où ceci devient un danger, de la même manière que ça a été un danger aux États-Unis, n'est-ce pas, qu'ils cherchent à réglementer. Donc, il faut une réglementation après que les big tech ont développé l'innovation, en quelque sorte. Et évidemment, là maintenant, il y a un besoin essentiel, bien entendu, de la même manière qu'il y en a aux États-Unis, de réguler, évidemment, ces big tech. Mais vous voyez, ce pragmatisme de réguler a posteriori, après que les acteurs privés aient vraiment développé justement l'innovation dans le domaine numérique, qui est évidemment, me semble-t-il, une posture assez habile du lien entre cette tension, innovation, mais réglementation nécessaire à un moment donné. C'est ces deux aspects, si vous voulez, de la monnaie qui se trouvent présents, à la fois toujours depuis le départ, depuis l'ambivalence de la monnaie. Nous avons mis ça en avant là-dessus avec André Orléans. Il y a à la fois la monnaie comme pouvoir privé sur autrui et la monnaie comme lien social fondamental dans le monde des paiements, c'est-à-dire dans le monde numérique. Voilà. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le projet mBridge, mais enfin on voit bien la possibilité pour la Banque centrale de Chine de développer à l'étranger, ce qu'elle veut maintenant, c'est internationaliser le yuan. Internationaliser le e-yuan. Et pour cela, il faut, si on veut le faire par la voie, si vous voulez, dont parle McCartney, il faut mettre des pays en accord, que leur protocole soit commun, qu'ils acceptent cela, en sorte que vous ayez une monnaie internationale qui se développe. Le problème mBridge, c'est le développer avec Hong Kong, bien sûr, indispensable, avec la Thaïlande et avec la République arabe unie. À cause, évidemment, on voit bien pourquoi, des importations d'hydrocarbures, etc., dont la Chine a besoin. Eh bien, est-ce que ceci est la voie suffisante? Et nous, on pense, dans le livre qui va sortir, nous ne pensons pas ça, pour toutes les raisons que je dis, mais qui ont été développées dans le livre, vous verrez, c'est que restructurer le SMI dans un ordre multilatéral et polycentrique est à la fois indispensable pour éviter la fragmentation du monde. Il faut un système monétaire international unique et globalisé. N'oublions pas que le problème climatique est un problème unique et globalisé. Et comment le faire? Quelle est la meilleure manière de le faire? Donc, là-dessus, je viens d'y parler, le réseau en question. Mais le point crucial que nous mettons en avant, c'est celui de dire qu'est-ce qu'il faut? Il faut un étage de plus, c'est ce que Keynes avait dit, veut dire de manière différente, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la même chose qui était en cause. Mais il s'agissait de dire il nous faut absolument, ce que Keynes avait fait très attention, et évidemment, la prise en charge par les États-Unis du monde a entraîné autre chose, complètement. Mais en 1945, on ne pouvait pas faire autrement, il dictait tout.
Keynes dit il nous faut un système symétrique. Sinon, les problèmes de balance des paiements vont être des problèmes épouvantables. Et les problèmes de change qui vont lier, ce qui s'est évidemment produit. Il faut un système symétrique où tous les acteurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur degré de développement, soient considérés en ce qui concerne les échanges internationaux au même niveau et qu'ils soient traités de la même manière. C'est ça, d'avoir besoin d'une forme ultime de liquidité qui soit unique. Et donc, ça veut dire qu'il faut une surveillance multilatérale unique. Il faut un prêteur international en dernier ressort, qui n'est pas évidemment la banque centrale du pays qui détient une devise qui domine les autres. Pensez ce qui s'est passé avec le problème de l'Iran, lorsque, étant donné que les paiements, évidemment, des hydrocarbures étaient en dollars, eh bien, les États-Unis ont décidé, tout simplement, que les Européens ne pouvaient plus faire du commerce avec l'Iran pour leur acheter du pétrole. Donc, vous avez à ce moment-là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le pays en question, qui mène une politique purement nationale, ne peut évidemment pas être capable de gérer correctement la liquidité du monde entier. Il y a incompatibilité, évidemment, avec Trump, ça s'est développé au maximum, mais c'est bien connu, si vous voulez, cette incompatibilité qu'il y a entre un pays qui émet sa monnaie en fonction de ses propres objectifs de politique interne et les besoins de liquidité du reste du monde. Ce qu'on appelle le dilemme Triffin. Et ce dilemme Triffin, si vous voulez, existe depuis finalement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas a pris de l'importance dès que la globalisation a commencé, c'est-à-dire après 1958. Et c'est ça qui est, ça n'est pas déplaçable, si vous voulez, dans le cadre du problème de la devise. Donc il faut une surveillance qui soit vraiment multilatérale, il faut un prêteur international en dernier ressort, il faut une offre de DTS qui soit, ça marche encore? Oui, ça marche. Ouais. Non, mais pour le temps, je parle. Ah, tu me dis? Ouais. Pas 5 minutes? Ouais, 5 minutes. Donc ça va bien, 5 minutes, c'est ce qu'il me faut. Mais vous voyez que ça veut dire que le prêteur international en dernier ressort doit être unique. Et il doit être vraiment international. Ça ne peut être que le Fonds monétaire. Mais il faut aussi que l'offre de DTS puisse être fonction des besoins de liquidité du monde, soit endogénéisée. D'où l'importance, évidemment, à terme, d'un DTS digital. Et il faut que tout soit changé dans la structure du Fonds monétaire, la structure des pouvoirs du Fonds monétaire. Il est clair qu'il n'est plus possible, dans un système qui est nécessairement symétrique, que le poids économique et les droits de vote, évidemment, soient totalement sans rapport. Ce soit ceux de 1945 qui continuent. Il ne peut pas y avoir droit de veto exercé par un seul pays dans un système multilatéral. Finition même, n'est-ce pas? Il faut renforcer les pouvoirs du comité exécutif, puisque le FMI doit devenir le prêteur international en dernier ressort. Et il faut que, évidemment, la nomination du directeur général soit à la fois transparente et ouverte, c'est-à-dire l'opposé de ce qui existe. Donc il est clair que ça crée des changements politiques radicaux. Et donc, là-dessus j'ai dit, pourquoi les raisons de accroître le DTS. La nature monétaire du DTS, c'est, je rappelle ça, le fait qu'il est une monnaie purement fiduciaire créée ex nihilo. Ça, c'est vraiment décisif, car il a la même nature, si vous voulez, au niveau international de ce qu'est une monnaie digitale de banque centrale au niveau national. Une monnaie souveraine. Et évidemment, ceci est lié, ça veut dire que le département de DTS du Fonds monétaire doit être le seul département à partir duquel se font l'ensemble des transactions du Fonds monétaire international par un processus qui demandera peut-être la décennie pour se réaliser dans son évolution progressive.
Voilà, à faire du DTS à titre de réserve ultime, j'ai dit. Gérer le risque de compte. Ah oui, alors, il faut un compte de substitution, car il est clair que dans un tel système, les pays, mettons émergents, en développement de toute nature, n'auront plus besoin de détenir des dollars massivement, ce qui les empêche d'investir chez eux, hein, en détenant des excès de devises gigantesques, à cause si vous voulez, du cycle financier, à cause des fluctuations énormes qui se manifestent dans la finance, ce qui les amenait à garder des réserves en dollars tout à fait absurdes par rapport à leurs besoins intérieurs d'investir. Ceci disparaît. Donc la possibilité pour des pays en développement d'investir augmente énormément. Bon, dans l'ordre du FMI ou pas. Et donc, je termine sans doute là-dessus, je ne sais pas ce qui reste derrière. Ouais, enfin, presque ça. Le FMI doit s'établir en instance monétaire ultime. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, je viens de le faire. Et donc, voilà, je crois qu'on est au bout là, je suis revenu en temps contraire. Et donc, pensez à deux choses essentielles. Le DTS est un actif, est une liquidité ultime. Il n'est la contrepartie de la dette d'un pays, c'est absolument fondamental. Le Fonds monétaire doit être établi en prêteur international en dernier ressort. Et il représente en quelque sorte la banque centrale au-dessus des banques centrales. C'est exactement, évidemment, ce que Keynes, s'il était là aujourd'hui, c'est lui qui aura fait cette conférence. Voilà, je vous remercie. Ok. Enfin, ça marche ça. On va faire ça. Quelqu'un a une question? Non? Question? Merci. Oui? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? C'est ce que vous proposez. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver dans les prochaines années à toutes les bonnes idées que vous avez proposées? Oui, enfin, il y a plusieurs choses qui vont dans le bon sens, si vous voulez, mais en effet, il faut des changements de force qui se manifestent. C'est-à-dire que les États-Unis verront qu'ils ne peuvent plus avoir une devise clé qui permet des substitutions d'autres devises dans leur propre monnaie. Donc là, ils vont le voir. Et d'ailleurs, les États-Unis se posent la question, et je pense qu'ils ont même décidé de le faire, nous allons créer une monnaie digitale de banque centrale. L'Europe, elle l'a décidé. L'Europe a lancé le projet et veut une monnaie digitale de banque centrale, si vous voulez, autour de 2024, 2025 ou plus tard. Et ça veut dire que les conséquences sont énormes. Hein. C'est-à-dire, avec une telle monnaie, à partir du moment où vous avez énormément moins d'intermédiaires pour faire les paiements, il n'y a plus de date de valeur, etc. Vous avez beaucoup moins d'intermédiaires qui ne servent à rien. Vous avez une baisse des coûts pour obtenir la finalité des paiements qui est gigantesque par rapport à celle du système bancaire que nous avons. Hein, les dates de valeur, les intermédiaires de toutes sortes, etc. Ça est particulier pour les paiements en gros. Donc, il y a un gain absolument radical de coût de transaction. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça doit permettre, si vous voulez, comment dire, l'équité. L'équité de tous les acteurs vis-à-vis du système de paiement. Et notamment, si vous voulez, ça permet un autre élément, changer la politique monétaire, rendre la politique monétaire plus efficace, en ce sens que si le cash disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière de taux zéro. Et s'il n'y a plus de barrière de taux zéro, dans une situation, si vous voulez, de récession, la Banque centrale est capable de mener transitoirement un taux d'intérêt de sa politique monétaire, le taux d'intérêt directeur, à un niveau négatif pour accélérer le retour à une situation normale et réduire une récession. Ça, c'est évidemment fondamental. Et ce que vous avez aussi,
qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, qui va, c'est-à-dire que vous avez évidemment des gains importants vis-à-vis de différents acteurs. C'est-à-dire, avec une monnaie digitale de banque centrale, avec quelque chose qui est important, c'est que la politique monétaire devient plus efficace. Chose que je viens de dire trop tard. Et pas seulement pour la question des récessions, mais la politique monétaire est plus efficace donc en termes de taux d'intérêt. Elle est peut-être moins efficace en termes bancaires, mais elle est, si vous voulez, toujours très efficace en termes macroéconomiques, puisque les éléments de la politique macroéconomique sont des éléments qui ne dépendent que de l'équilibre épargne-investissement, et non pas, si vous voulez, des techniques par lesquelles la Banque centrale mène sa politique monétaire. Donc, avancer dans le domaine, si vous voulez, de l'espace des taux d'intérêt, avancer dans la manière de gérer les récessions, et puis avoir, si vous voulez, une politique macroéconomique qui, elle, est de même nature, en quelque sorte, de ce qu'elle était jusque-là. Merci. Merci Michel. Est-ce qu'il y a une dernière question, Maxime? Concernant le yuan, moi je me demande Parle fort, parce que ça enregistre. est-ce que la Chine pourrait utiliser le M-Bridge et une monnaie numérique de banque centrale internationale pour faire du yuan en fait, la nouvelle devise clé d'un système international recentré sur la Chine? Oui, il y a évidemment un problème de fond qui est la rivalité, en effet, sino-américaine, et le problème M-Bridge est lié à ça, c'est clair. C'est-à-dire promouvoir, puisque ça renvoie évidemment également aux routes de la soie. C'est-à-dire, la Chine dit, moi je veux changer le système, pas seulement le système monétaire international, je veux changer l'économie mondiale. Par une structuration par les infrastructures. Et c'est là, je veux la projeter, si vous voulez, dans le monde entier. Nouvelle route de la soie, ça veut dire ça. Et en conséquence, on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre avancer, si vous voulez, le yuan, et puis cette logique de développement de l'infrastructure qui suppose à endetter un ensemble de pays pour qu'ils puissent rentrer dans le processus de modification de leur structure économique. Et donc, c'est en effet quelque chose qui a un sens en soi, mais ce que je ne sais pas, c'est si la Chine craint évidemment ce qui s'est passé vis-à-vis de la Russie, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que son projet, si vous voulez, c'est de développer une monnaie internationale qui lui est propre, puisse rencontrer une rivalité politique massive. Parce que c'est vrai que ce que la Chine peut faire, c'est de faire transférer en yuan un ensemble d'éléments qu'ont un ensemble de pays qui sont aujourd'hui sous la domination du dollar et qui en payent un coût considérable. Et donc, qui pourraient rentrer c'est possible à travers ce projet M-Bridge en lui-même, s'il est développé suffisamment. Vous voyez le danger qui est là, ce que la Chine craint beaucoup, bien entendu, c'est que vis-à-vis de Taïwan, il y ait la même chose que la Russie a vis-à-vis de l'Ukraine. Car n'oublions pas quand même le problème dangereux et fondamental de la Chine. Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et elle doit rentrer dedans, d'une manière ou d'une autre, si j'ose dire, si vous voulez, disons au milieu du siècle. Voilà un peu le problème politique, si vous voulez, qui est derrière, et qui peut freiner le développement du yuan éventuellement par rapport, si vous voulez, évidemment, aux États-Unis.